Salut, alors pour me venger de la frustration de tout à l'heure de ne pas avoir réussi à faire Jérôme Quaretti, le but du jeu c'est de faire le camarade Bertrand Schmitt. Bertrand Schmitt c'est un documentariste. Il a fait, récemment on a mis à disposition le fameux... le voilà. Euh, on a ajouté en accès libre un aller simple pour Perpignan. Et donc, alors là, c'est en cours, il va arriver. L'invitation lui a été envoyée. Elle joue au cours. Donc, Bertrand Smith disait, a fait un aller simple sur Perpignan, sur les pauvres, la pauvreté à Perpignan. C'est un documentaire qui date de 2015, mais la pauvreté aurait pas Bertrand en vrai. Alors, je t'ai sur le côté, je sais pas Ah ouais, comment et tu moi aussi. fais. Faut que tu Euh, fasses un truc là. Voilà, voilà, voilà. Il est à l'endroit. ah ouais, Formidable. putain, Bertrand Schmitt en vrai. d'accord, ça marche bien ton truc là. Ouais, voilà. Parle pour voir si on t'entend bien. Je disais, ça marche vachement bien ton truc. Ouais, ça marche vachement bien. Ouais, ouais, tu vois, je suis bien content que ça marche vachement bien parce que tout à l'heure, j'ai vécu un moment de solitude comme ça. Voilà. Alors, Bertrand Schmitt, bonjour. Bonjour Nicolas. Direct, parce que je voulais te faire plaisir avec Bertrand Schmitt. Bertrand Schmitt, documentariste. Alors, c'est quoi le métier de documentariste? C'est pas journaliste. Ça, c'est pour t'énerver. Oh putain, ah non, je réponds pas à ça. Ah non, on passe à autre chose tout de suite. On passe à autre chose. Non, mais expliquer, c'est quoi ton travail, quoi? Tu fais des films, voilà. Tu fais pas des reportages, pour Oui, l'aborder oui, d'une autre manière. oui, je fais des films. Voilà. On Alors, passe à la... ouais, non, mais c'est parler, c'est raconter avec les images, en fait. Oui, Raconter voilà, une histoire. on va dire que c'est un travail un peu, comment dire, un peu impressionniste, où c'est pas un travail d'entretien, c'est pas un travail d'interview, ce sont les situations que vivent les gens qui racontent qui ils sont et à quoi ils sont confrontés. Donc voilà, alors le documentaire, ça peut être aussi des entretiens, des interviews, Hmm. ce qui peut m'arriver de faire, mais là, sur ce travail sur l'année simple à Perpignan et sur ce travail que je suis en train de faire au municipal, sur les municipales, c'est un travail un peu impressionniste. Pas un peu, d'ailleurs, complètement. Il n'y a aucun entretien, aucun interview. Je filme les échanges entre les gens. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai envie de savoir quel est ton parcours, Nicolas, je ne vais pas te poser la question, Nicolas, racontez-moi votre parcours. Je vais m'arranger pour trouver une situation où tu es toi en situation de le raconter à quelqu'un. Ça peut être un Hmm. copain au bistrot, un entretien d'embauche, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est ça mon travail, c'est de trouver les situations qui racontent les gens et et ce à quoi ils sont confrontés. Mais je crois que j'ai déjà dit. Alors, t'as combien de films à ton actif, à force, Euh, comme on dit? pas, pas, pas tant que ça, une vingtaine. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, C'est déjà oui, pas mal. oui, surtout que moi je travaille lentement, ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Ça m'a occupé, oui, un moment, oui. Alors, pourquoi le choix de la lenteur, justement? Enfin, le choix du documentaire, la narration par la lenteur, on a de meilleurs résultats si on prend son temps? Oui, d'abord c'est un peu un mode de vie. Mhm. Oui, et puis effectivement, enfin, je sais pas si le mot résultat c'est bien, mais on arrive c'est un peu un travail, je dis souvent, anthropologique comme ça, parce qu'on rentre, on prend le temps de rentrer en relation avec les gens, de comprendre ce qu'ils font, qui ils sont, et voilà, le temps permet ça. Donc après, le filmage, le moment de filmer, ça devient plus simple parce qu'on a eu tous les préliminaires après Mhm. et on commence, comment dire, on peut faire l'amour, voilà, on peut filmer après. Alors,
20 films, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bon, moi, j'en ai vu quelques-uns. Il y en a un qui s'est même vendu aux États-Unis et au Canada, qui est impressionnant, puisque tu as pris des risques pour le tournage. Ça s'appelle Tanker dans le ciel. Alors, raconte-nous comment tu as eu l'idée d'aller tourner ça et comment tu as mis en place le dispositif et comment, à un moment donné, tu t'es pas dit, mais au fait, je vais peut-être mourir avec ces bombes volantes. Je n'étais pas tout seul, hein. Là, j'étais accompagné par trois autres personnes déjà. Mhm. On a partagé tous les risques de cette aventure. C'est une question longue. Par quoi commencer? En fait, ce film, j'avais rencontré, enfin, l'idée, elle est venue très simplement à l'occasion d'un séjour d'un premier film déjà tourné en Angola, qui est un film sur. J'ai filmé des jeunes qui faisaient de l'humanitaire dans une association qui s'appelle Aviation sans frontières et qui faisait comme ça la navette entre Luanda, la capitale, et puis le centre dans l'Angola pour rapatrier des blessés, voilà. Et puis à l'occasion de ce séjour, sur le tarmac de l'aéroport de Luanda, qui est un endroit assez hallucinant, euh, j'ai rencontré des gens, des pilotes qui faisaient partie d'une compagnie aérienne mythique sur le continent qui s'appelle Transafrique et qui faisait déjà depuis le début de la guerre civile du transport d'essence pour ravitailler les mines de diamants au centre du pays. Puisque Mhm. ces mines de diamants étaient ravitaillées par des camions-citernes, il y a 1500 km entre la capitale et les mines. Sauf que pendant la guerre, les infrastructures routières, les ponts, les routes étaient détruites. Donc, pour acheminer cette essence, pour que l'économie fonctionne, l'économie de la guerre fonctionne avec les diamants, c'était très compliqué. C'était en gros 3 semaines de camions-citernes pour faire 1500 km. Et il se trouve qu'à ce moment-là, un espèce d'Autrichien, un aventurier visionnaire, s'est dit cette essence, pour gagner du temps et être plus efficace, nous allons la transporter en avion. Et donc, ça se passait en pleine guerre civile. Et donc, cette compagnie, Transafrique, a équipé des avions, d'abord des Hercules, ensuite des Boeing, qui étaient des avions réservés aux passagers, dont elle a enlevé tous les sièges et qu'elle a transformé en tankers, c'est-à-dire que ces avions étaient équipés de 3 réservoirs et ils étaient remplis de carburant pour ravitailler les mines de diamants. En fait, ce carburant servait à faire fonctionner, à alimenter les générateurs électriques pour fournir de l'électricité aux mines et tout ce qui est travaux, toutes les machines pour faire le travail d'exclavation, les bulldozers, les grues, les machins, les trucs, enfin tout ça avait besoin de carburant et ce carburant était amené par ces avions. Et donc ça a donné lieu à une espèce comment dire, d'aventure hallucinante où des pilotes venaient de tous les pays du monde se faire de l'argent à piloter ces Boeing, ces gros porteurs dans des conditions hallucinantes, à transportant de l'essence, étant la cible des gens, des rebelles de l'UNITA, l'Afrique du Sud, au sol, mais surtout ils se posaient avec ces gros porteurs comme des avions sur des petits terrains en latérite, des pistes en terre, comme des petits avions de brousse, sauf que c'était des gros porteurs. Voilà. Et donc, c'était une aventure assez hallucinante à raconter, quoi. Alors, est-ce Bon, qu'il y ça, a eu des voilà. moments Pardon? où vous avez risqué vos vies, toi et ton équipe? Je dirais pas ça, mais ce que je dirais plutôt, c'est qu'il y a, non, 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 on n'a pas risqué nos vies. On était confrontés à des moments un peu pointus quand même, mais bon, voilà. Mais c'était pas forcément dans les avions, c'était à Luanda, qui est une ville, la capitale de l'Angola, qui est terriblement dangereuse, où le rapport à la vie n'est pas le même que chez nous et où tout le monde à l'époque de la guerre était armé, enfin chacun avait sa Kalachnikov chez lui, et je veux dire la moindre adultère, le moindre comment tu me parles, ça se règle à coup Ah, tu de veux dire comme la place Rigaud en ce moment, quoi. voilà, voilà, donc on a plutôt, ça a plutôt été dangereux là, pas forcément en avion, mais pour en revenir à la peur, et c'est vrai que rétroactivement, même pas rétroactivement, déjà avant
avant de monter dans ces avions, on se disait, est-ce qu'on y va, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que le travail, l'ambiance générale, parce que c'est assez incroyable de voler dans ces trucs, les décollages le matin à l'aube. Alors il y a des trous partout, ça sonne de partout, l'essence, l'huile. Et puis on est dans le cockpit, on a l'impression d'être avec le commandant Nemo dans un roman de Jules Verne, dans le Nautilus, avec tous ces manomètres, tout ça. Enfin, c'est des espèces de machines. On se demande comment ça tient, c'est extraordinaire. Et on est pris par ce qu'on vit, par la beauté du vol déjà, la situation incroyable qu'on est en train de vivre, et puis qu'on est en train de tourner, on est en train de travailler. Donc ça permet, enfin, on oublie d'avoir peur, quoi. Voilà, on n'est pas particulièrement des héros, quoi. Ça se fait naturellement. On est pris par ce qu'on fait, quoi. Alors, dans un autre genre, Oui, parce que j'ai peur de ne plus avoir de courant. Oui. on voit tes poils de bras, c'est formidable, et ton gros doigt. Là, on voit ta pomme de main. Je pourrais quasiment lire ta pomme de main. Voilà, excuse-moi. Voilà. Et donc, il y a eu aussi le cirque Archaos. Tu as filmé le cirque Archaos à ses débuts. Ah, papa, on fait tout là. Oh là là. Oui, non, mais alors Archaos, on peut en parler Non, on parce se que. prend des grosses tranches. Voilà, c'est. Ouais, non, on peut en parler. Archaos, c'était en fait, parce que c'était le premier que j'ai fait et qui fait que je suis arrivé au documentaire, c'est-à-dire complètement par hasard, parce que j'avais écrit un scénario de long métrage juste avant. Je voulais plutôt faire du cinéma, de la fiction. Et puis voilà. Et puis un jour, j'ai rencontré au Festival d'Avignon ces allumés du cirque Archaos qui étaient comment dire, en plein devenir, qui commençaient à Mhm. faire un malheur. Et j'avais vu leur spectacle qui m'avait impressionné. Et j'ai tout de suite voulu les rencontrer. Et puis ça s'est vachement bien passé, la rencontre. Je sais pas, on est tombé en concordance comme ça. Et puis j'aurais proposé, parce qu'ils avaient un spectacle qui était un peu, tu sais, c'est un cirque qui a révolutionné le monde du cirque traditionnel, qui était un espèce de mélange entre Mad Max et les Monty Python, avec des cascades, avec comment dire, avec des gymnastes. Enfin, il y avait des choses, des disciplines, un rassemblement de disciplines très différentes, de gens aussi issus de milieux très différents. Il y avait des gens qui venaient du théâtre, du cirque, qui sortaient de prison, qui venaient de nulle part. Un espèce de mélange incroyable, une tribu d'Indiens fous comme ça, qui vivaient, un collectif, qui vivait dans le jaillissement spontané, qui créait une œuvre comme ça. Et moi, quand j'ai vu leur spectacle, qui était très cinématographique, où en fait c'est la première fois qu'on voyait dans un cirque, on nous racontait une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'était très cinématographique et spectaculaire, et je leur ai proposé de faire qu'on fasse quelque chose. Et on s'est dit qu'on allait faire un film ensemble. Et ils m'ont invité à les rejoindre. Ils étaient en résidence à Alès, dans une mine désaffectée où ils vivaient, où ils avaient installé leurs locaux. Et je me suis retrouvé à leur invitation pour une espèce d'atelier d'écriture collectif à Alès, un beau jour comme ça. Et donc on était parti pour écrire un film comme eux faisaient un spectacle de cirque, c'est-à-dire chacun dit ah oui, si on faisait ça, si on se battait à la tronçonneuse dans le métro, si ah ouais, chouette, on va le faire. Puis toujours, voilà, bon, on commence à écrire une espèce de scénario un peu délirant. Mais ce qui s'est passé là, c'est comment dire, c'est que j'ai surtout vu qui ils étaient, mais dans Mhm. quelles conditions ils vivaient. Parce que c'était un moment où ils étaient en train de créer ce premier spectacle qu'ils ont tourné après dans le monde entier. Et c'est là où j'ai été halluciné par, par qui ils étaient, ce qu'ils Mhm. faisaient et les moyens comme ça, l'énergie comme ça, créative de ce collectif qu'ils donnaient à ce spectacle. Et quand j'ai vu ça, l'envie comment dire, le désir de la fiction avec eux s'est un peu estompé. Je me suis dit, il y a urgence à raconter, parce que bon, j'ai passé 15 jours avec eux, j'ai partagé leur vie, et je me suis dit, il y a urgence à raconter ça, à Mhm. témoigner de la naissance de leur œuvre, comme ça, collective, dans ce délire, dans ce jaillissement
spontané, mais passionnant. Et je me suis dit, il faut que je raconte ça, il faut raconter qu'est-ce que ces fous furieux sont en train de faire, quoi. Et puis alors, je suis parti à Paris, j'ai écrit, enfin, j'ai été chercher une caméra, j'ai fait quelques images, et je suis retourné à Paris, et j'ai fait un peu le forcing des diffuseurs, et j'ai fini par, parce que c'est marrant, tout le monde voulait faire ce film, et j'ai choisi de le faire avec Arte, enfin, qui s'appelait à l'époque pas Arte, qui s'appelait La 7. Voilà. Et ça, c'était le premier film, mais qui m'a fait arriver au documentaire complètement par hasard, parce qu'au départ, on était parti pour écrire ensemble un scénario de fiction. Voilà. Et puis, ça, voilà, le documentaire est arrivé. Alors, on passe de la France à l'Italie pour voir des Catalans qui cuisinent. Tu as fait un documentaire sur un cuisinier catalan qui maintenant son restaurant à Gérone, à la Villa Médicis à Rome. Donc la Villa Médicis, il faut expliquer un peu ce que c'est. C'est un lieu français en Italie à Rome où on reçoit des artistes en résidence. Oui, c'est ça, c'est ça, Et c'est donc, ça. comment tu as eu l'idée tu as proposé, est-ce que c'est lui que tu as vu en premier ou la Villa Médicis et du coup, Non, ça a été encore un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'avais un copain, romancier, auteur, écrivain, qui avait fait la Villa Médicis 2 ans avant et, mhm. et qui m'avait raconté ce séjour. Et c'est vrai que et j'aimais bien son témoignage sur son expérience. Ça me racontait plein de choses. Enfin, ça m'a donné envie d'aller dans cette institution, de rentrer à l'intérieur, de l'observer et de faire un film. Donc ça, voilà, ça a commencé comme ça. Donc il se trouve que quand j'ai contacté l'institution, la Villa Médicis, et je suis tombé à l'époque, et c'est le hasard, l'opportunité qui a fait ça, l'année où le ministère de la Culture avait déclaré la gastronomie art, avait dit les arts culinaires. Donc il n'y a pas de raison que la gastronomie ne soit pas représentée dans cette institution qui reçoit toute discipline, aussi bien enfin, des historiens de l'art, des musiciens, des compositeurs de musique contemporaine, des poètes, des écrivains, des metteurs en scène de théâtre. Donc, on va faire en sorte que la cuisine, les arts culinaires, fassent partie de la Villa Médicis. Voilà, on va accueillir un pensionnaire. Et donc, c'était la première fois qu'un pensionnaire cuisinier Mhm. était reçu à la Villa Médicis. Et ça m'a intéressé doublement cette histoire parce que, à travers déjà ce que m'avait raconté mon ami et ce qui me grattait un peu, qui m'intéressait un peu dans cette institution, c'est qu'en gros, c'est un milieu, c'est un palais Renaissance magnifique avec pendant 1 an, voire 2 ans, des intellectuels qui sont rassemblés, qui sont en milieu clos, enfermés presque là-dedans, parce que c'est un lieu très pesant dont on n'a pas envie de sortir. On est Mhm. magnifiquement logé, on a tout pour créer, on est magnifiquement, enfin, les repas sont servis, enfin, on a aucun souci, on est à l'abri de tout, on est là que pour créer, mais en même temps, avec tous les défauts qu'un lieu comme ça peut avoir, c'est-à-dire qu'on s'enferme vite et on se coupe vite de l'extérieur. Et puis tous Mhm. ces intellos un peu narcissiques qui sont ensemble, il y avait une espèce de truc que j'avais envie d'attraper comme ça, voilà. Et comment dire, avec ce cuisinier qui débarque là, ce qui m'avait intéressé, c'est que on n'était plus, comment dire, chez les artistes entre guillemets normaux. C'est quand même un cuisinier, c'est quelqu'un qui est issu du monde du travail. Le monde de la cuisine, c'est un milieu Ouais, assez. ouais, mais quand tu dis ça veut dire les autres, c'est des branleurs quand même. Mais ouais, mais moi aussi. Hein. Mais c'est pas un défaut. Bon, là. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait une espèce de confrontation intéressante entre un garçon qui venait d'un monde moyenâgeux, le monde de la cuisine, où quoi qu'on en dise, Mhm. enfin à l'époque ça marchait encore. Moi j'étais filmé en cuisine, même quand il était second chez des grands, ça marche beaucoup à coups de pied au cul. Et à porte de four qui claque très fort, on commence à 5 heures du mat. Enfin bon, bref, on sent c'est le monde du travail. Et ça m'intéressait d'arriver à travers le regard d'un jeune homme comme ça,
qui est dans ce monde-là. Ça m'intéressait de rentrer chez les intellos artistes dans le palais Renaissance en milieu clos. Ça m'intéressait de rentrer avec lui et de découvrir cet endroit à travers son œil à lui. Voilà. Alors, c'est pour le cinéma, c'est pour la télévision, C'est la c'est quoi les télévision. formats, en gros? Bah, la Villa Médicis, c'était pour France 5. C'était un Ouais, documentaire de 52 minutes. Tanker en plein ciel, dont on a parlé aussi, c'était 52 minutes pour France 5. Archaos, c'était 52 minutes pour Arte. Et ouais. voilà. Alors, la diffusion, quand on s'est rencontrés, ça commence à faire, tu m'as dit, c'est pas parce que tu as fait un bon film que ça te donne le pompon pour aller faire un tour de manège après, quoi. Ouais, bien Il sûr. faut toujours se remettre en question, se réinventer, comme dirait notre président. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu as chevauché le tigre plus d'une fois, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça que je suis arrivé à Perpignan, Donc, dans les on va marchés. parler, oui, alors voilà, sur un coup, c'est un coup de déveine qui t'a amené à faire les marchés à Perpignan, une partie de poker où tu as fait tapis, sauf que tu avais une paire de deux. Oui, on peut le dire comme ça. Non, tu sais, moi j'ai fait. C'est vrai, et j'ai un peu. Comment dire? Il y a deux choses. En fait, quand tu fais un film qui marche bien, ça peut se passer de deux façons différentes, parce que ça m'est arrivé aussi. Archaeos, ça avait bien marché. Tout de suite après, on m'a proposé, tu vois, enfin, où j'ai pu en monter plus facilement, j'ai pu faire plus facilement le suivant. Mais ça dépend. Mais généralement, c'est pas parce que tu fais un truc qui marche que c'est vrai que tu vas en faire un très vite derrière. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai connu cette région il y a 20 ans, disons, dans un moment qui était un petit peu compliqué. En gros, je ne tournais pas et puis le projet que j'avais envie de monter, enfin, je n'arrivais pas à le monter, donc j'avais besoin de gagner des sous. Et puis j'ai eu l'occasion de, comment dire, par un copain qui fait de l'import-export, bah de partir faire les marchés dans la région ici. Et j'ai commencé d'abord dans l'Aude, sur le littoral, vers Narbonne, tout ça. J'avais 10 mètres de stand, je vendais des t-shirts, voilà. Je fais aussi à Perpignan, au Puce, j'ai fait à Cassagne, je vendais des objets cassés avec la colle pour les réparer aussi. Voilà, la lingerie féminine, au Puce, voilà. Ouais, c'est comme ça que j'ai connu la région. Et ça a généré aussi le fait que j'ai fait un film pour France 5 aussi, en découvrant ce monde du marché des commerces concédentaires. Mhm. Bah, ça m'a donné ça fait naître le désir d'un film que j'ai fait. Je suis parti en Chine avec un forain comme ça, à la recherche du produit miracle. Et Mhm. ça fait un film aussi pour France 5, qui est tiré un peu de cette expérience passée pour gagner des sous entre deux films. Voilà. Donc, on arrive au film par lequel on s'est rencontrés, qui est un film sur la pauvreté à Perpignan. Il date de 2015, c'est ça, ou je me trompe? Ouais, 2000, ouais, ouais, c'est ça, 2014, je sais plus, 2014, 2015. Et donc, alors le problème d'un film comme ça, qui est vraiment très bon, d'ailleurs, vous l'avez sur le YouTube de l'Archipel Contre-Attaque euh, en accès libre, c'est que c'est un film qui est coup de poing. Il y a un côté, qu'est-ce que c'est que Les Misérables de Victor Hugo en documentaire, quoi, avec conséquemment à l'époque. Et c'est pas pleurnichard, ça fait pas leur apologie, ça les déteste pas. Et justement, tu as la distance juste pour ta narration. Et c'est ça qui le rend vraiment passionnant. C'est une Mais fiction, enfin, c'est pas une fiction, justement, mais on a l'impression d'être dans un film, quoi. Et c'est pour ça que c'est très efficace, tu vois, c'est comme film. Alors, merci. comment tu les rencontres? Il y a deux personnages principaux et après, il y a une arborescence autour de ces deux-là. Donc, tu as Loni et puis tu as le Savoyard dont je ne me souviens plus le nom. Looney et Johnny, surnommé Voilà. Bigoud. Voilà, Bigoud.
Donc comment tu les repères, ces deux-là? Pareil, on évoquait le temps, prendre du Mhm. temps. Bah, je passe un an, euh, je rôde dans les centres d'hébergement, dans tout ce qui est milieu du social à Perpignan. Je rôde dans Perpignan et puis je rencontre tout le monde. Je rencontre tout le monde et puis voilà. Et puis voilà. Non, et tu tombes sur, à un moment Alors, donné, tu te dis, alors, bon, et comment tu expliques, je fais un documentaire sur les pauvres, tu vas être t'as une bonne gueule de pauvre, tu vas être mon personnage, quoi, tu vois. C'est, c'est pas comme si tu as une tronche d'artiste, je vais te filmer, tu vois, c'est plus coton. je n'ai pas compris la question. Et comment tu dis à quelqu'un dans le besoin que tu fais un documentaire dans le genre le besoin et que tu as envie de les suivre et que lui, il accepte, quoi, parce Bah, que tu... je lui dis pas que je fais un documentaire sur les gens qui sont dans le besoin. Déjà, ça se passe, c'est pas comme ça. Euh, on fait connaissance, on prend, on boit un café, on boit des cafés ensemble, on installe, Mhm. comment dire, une relation, un rendez-vous régulier comme ça. Et puis je dis pas que je fais un film sur les pauvres. Je dis que je fais un film sur les jeunes, que j'ai envie de leur donner la parole, que je leur dis surtout, je les trouve, que je les admire. Parce que quand j'ai fait connaissance avec eux, que j'ai vu comment ils vivaient, qu'en plein hiver, ils dorment sous une tente au bord de la tête, ils vont se laver dans l'eau glaciale, euh, voilà ce que je leur dis. Je leur dis, putain, c'est vous les héros contemporains, c'est vous les héros de la ville. J'ai envie que les gens le sachent, j'ai envie de le partager. Voilà ce que je leur dis. Ce serait bien voilà, voilà, j'ai envie de raconter. Je trouve que votre quotidien je trouve que vous avez du talent. On ne parle pas assez de vous et, et voilà, vous êtes des héros. Voilà. Et donc, il t'a pris J'ai combien de fait ça temps pas gratuitement, hein. C'était vraiment ce que je pensais. Oui, oui, non, mais j'imagine bien. Euh, ça te prend combien de temps à filmer? Parce que pour ce film, il n'y a pas eu de grosse télé qui t'a soutenu, malheureusement. Tu t'es Ouais, retrouvé, donc c'est TV Sud, grâce à TV Sud que tu as pu le faire. ouais, ouais. Et tu Ouais. travailles du coup tout seul, pas en équipe, pour le coup. Mais alors ça mais j'aurais eu énormément d'argent et ça aurait été pour, je sais pas, Arte ou France 5, j'aurais travaillé tout seul pareil, parce que c'est le sujet qui voulait ça. Non, mais là, par rapport à cette histoire, c'est vrai que le sujet, c'est pas un conte de fées, c'est pas un truc formaté, et bon, ça fait partie aussi. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de projets qui ont été acceptés, puis il y en a qui ne l'ont pas été, il faut l'accepter, hein. C'est comme ça. Hmm. Sauf que sur Il y celui-là, a combien de pourcentage de chute, en gros, sur les projets, sur 10 projets? Il y en a combien qui font, qui marchent? ah non, Il y mais a possibilité moi, d'avoir de... je suis pas le bon interlocuteur pour ça parce que je suis pas très productif. Je n'en fais pas Ouais. beaucoup, donc je vais te dire, la plupart, ils ont été acceptés. Mais il y en a qui ont été refusés. Je sais pas, sur 20 films, je sais pas, je dois avoir 5 de refusés. Bon. Mais par contre, alors il n'y a pas de problème, hein, c'est normal qu'il y ait des sujets qui soient refusés. Mais si tu veux, ce qu'il y avait Hmm. d'important là, sur ce film-là, avec Louni, l'année simple à Perpignan, c'est la première fois que, malgré le refus, j'ai ressenti la nécessité de faire le film, une nécessité pas politique, mais citoyenne, ou je ne sais pas comment dire. Hmm. Et je me suis dit, je veux le faire quand même. Tant pis, ça va être compliqué, mais voilà, parce que je ressentais la nécessité qu'il existe. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc heureusement qu'il y a eu cette chaîne, ce diffuseur TV Sud, parce que même s'il ne donne pas d'argent, ou pratiquement pas, le fait qu'il y ait un diffuseur permet de débloquer de l'argent du ministère de la Culture. Pas beaucoup, mais bon, ça m'a permis de faire le film, de me former.
parce que j'avais un peu tripatouillé des caméras comme ça parce que ça m'intéressait, mais j'étais pas cadreur, donc je me suis formé et puis voilà, et puis j'ai commencé à filmer. Mais après, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'argent, pas beaucoup, que j'ai travaillé tout seul. C'est le fait de travailler tout seul, c'était lié à la population que je filmais, c'est-à-dire que ces jeunes qui vivent euh, précaires, qui vivent dans les grosses conditions de précarité, sont des gens, ils sont vachement instables, pas très fiables, il faut le comprendre. Et un garçon comme Looney, tu lui dis, tu passes une heure avec lui un lundi, et on se quitte en se disant à demain, et puis tu peux le revoir qu'un mois après. Donc il Oui. faut pas. Et voilà, ils n'ont pas des Il y a des agendas. lendemains tardifs, quoi. Voilà. Donc il faut faire avec ça. Et tu peux pas. Ces gens, des gens instables. Et donc tu peux pas, quand tu travailles avec une équipe de télévision, ça coûte cher, il faut planifier, il faut rentabiliser. Tu dis le matin de 8h à 10h, je tourne ça, ensuite ça, l'après-midi ça. Tu planifies quoi, pour rentabiliser ton tournage, parce qu'il faut payer les salaires et tout. Et avec un sujet sur les jeunes précaires à Perpignan, c'était impossible de planifier quoi que ce soit, tu vois. Donc voilà, il faut prendre le temps de rôder, il ne faut pas avoir peur des rendez-vous manqués. Moi j'adore rôder, ça m'allait très bien, mais tu ne peux pas entraîner une équipe dans un délire pareil. Genre, bah là, on va attendre. Voilà, il ne sera pas là, il viendra peut-être que dans 15 jours, on ne sait pas. Il n'y a que toi tout seul qui peut vivre ça. Tu ne veux pas entraîner des gens. Puis même si, quand bien même ils seraient d'accord, qu'on tombe sur 3 ou 4 rôdeurs comme moi et qu'on s'acoquine pour rôder ensemble, ça coûterait un bras, quoi. C'est pas possible. Donc voilà. Voilà. Alors, il a été présenté, outre qu'il est passé sur TV Sud, il a été présenté à l'Institut Jean Vigo, je crois, en public la première fois, si je me trompe Ouais. pas. Ensuite, il me semble que c'est le Travailleur catalan et l'Archipel contre-attaque, donc en l'occurrence moi-même, qui t'avions demandé de le présenter au Castillet. Ouais. Et puis une troisième présentation pour des professionnels de l'éducation de rue, quoi. C'est ça, je ne me trompe pas, Cabestany? Oui. Et puis il y a eu aussi à Montpellier, il y a eu dans plein d'autres endroits. Là, tu parles de Perpignan, ouais. 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 Non, mais ailleurs, enfin, je savais pas. Mais donc, il a été vu. Et il était vu et ce qui est intéressant, c'est les réactions qui suscitent. C'était pour Ah, en arriver là. d'accord, d'accord. Oui, c'est ce que j'ai vu là. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé là encore grâce à toi. D'ailleurs, merci au demeurant, Nicolas, d'avoir pris cette initiative de diffuser, de rediffuser ce film 4 ans après, surtout dans un moment comme ça qui convenait bien. Et puis, c'est vrai que il y a eu des retours, même encore maintenant, des retours très, très encourageants, mais qui sont les mêmes retours parce que il suscite un peu le débat, ce film, et on retrouve les mêmes réactions au cours des projections, c'est-à-dire que les réactions, elles sont plutôt, bon, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais en gros, c'est plutôt globalement positif. Mais alors, ça se sépare en deux groupes. Il y a Mhm. une partie des gens qui ne commentent que l'aspect, la façon dont c'est filmé, le côté humain, la proximité avec les gens. Voilà. Et puis une autre partie qui s'intéresse plus à sa dimension, bon, entre guillemets, politique, si tu veux, et qui s'interroge sur ce terrible acte manqué de la mission locale, enfin de ce jeune homme qui est accompagné, dont on sait qu'il sort de prison, mais dont personne ne se demande s'il est sous contrôle judiciaire ou pas, et ce qui conduit à cet acte manqué un peu Oui, terrible, puisqu'il y a une quoi. passion, le football. Hein? Il y a une passion, le football. Et donc, alors déjà, il y a le truc incroyable. Il y a une coupe mondiale des SDF de foot. Mhm. Alors déjà, ça en soi,
C'est pas mal que tu suis d'ailleurs. Ça fait un moment que Et je dis ça. l'ONI s'engage dans cette compétition internationale et il arrive à un très haut niveau, il arrive en finale en fait, dans Voilà. l'équipe de finale. Voilà, et puis ce projet qui était un moyen de le redynamiser, qui participait à sa reconstruction, bah, il a eu l'herbe coupée sous le pied, parce qu'en fait, pour rappeler la fin du film, en gros, on l'empêche de partir parce qu'il est arrêté par la police, parce qu'il n'a pas été, on apprend là qu'il n'a pas été au contrôle judiciaire, où il devait aller une fois par mois, tous les mois, il est allé qu'une fois, nanana. Mais sauf que les gens qui l'accompagnaient ne savaient pas ça, ou, enfin, mais, et donc, pour en revenir au débat que ça suscite à l'issue de la production, c'est donc qu'il y a une partie des gens qui, eux, s'interrogent sur comment se fait-il que la mission locale n'ait pas été au courant de ça pour pouvoir mieux l'accompagner. Voilà, il y a une partie des gens qui s'intéressent plutôt au côté qui pointe le fait que la société La tend gestion par les administrations, quoi. voilà, que la société tend la main, c'est vrai, c'est jeune, parce qu'il y a Mmh. des choses qui se font, aussi des choses bien, mais qu'elle tend la main d'une façon très très maladroite, et qui se pose des questions sur le champ de compétences bah, des institutions comme la mission locale, du social, en général, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué, quoi. C'est très très compliqué. Je parle dans le cas des populations, des cas très lourds, des gros traumatismes. Voilà. Alors, il y a eu des réactions encore récentes là, quand on a depuis qu'on diffuse le film. Il est à plus de 5000 vues. Hein, Ah bien, euh, bravo. voilà. Donc, et c'est intéressant parce que, alors, pour revenir à pourquoi je t'ai demandé Mais attends, de la je voulais finir possibilité un truc. de. Je voulais juste finir parce que c'est Oui, euh, sur, sur cette main tendue maladroite par la société. Ce que je veux dire, c'est ça nous donne l'impression que nous, la société, on est bien content de trouver des gens, monde du social, mission locale, qui on est bien content de trouver des gens qui s'occupent de choses dont on n'a pas tellement envie d'entendre parler. mhm. Je pense que dans ces choses dont on n'a pas très envie de parler, il y a des gens qui font des choses bien, très bien, mais il y a aussi des gens improbables qui font des choses très improbables. Et Mhm. je crois que c'est un milieu qui doit être évalué. Voilà. Mais comme tout, le problème en France, c'est qu'il y a rarement des évaluations, quoi. On dit, on l'a fait, donc c'est que c'est bien. Mmh. Moi, Non, mais j'étais dans si, une quand même. mission jeunesse à une époque, au 35 quai Vauban, et à partir du moment où on avait fait des réunions et que la chose avait eu lieu, eh bien, c'était bien. On pouvait Mmh. s'en vanter dans le mémo, quoi, mais pas d'évaluation, surtout pas d'ailleurs, et Mmh. pour cause. Parce que c'est quand même des Euh, fonctionnaires, c'est quand même la mission locale, c'est quand même Perpignan, c'est une mission locale qui n'est pas anodine. Elle accueille la précarité de la ville, du département, mais aussi toute celle qui vient d'ailleurs. Et ce voilà. qu'on peut se demander, c'est si des cas très très lourds, je parle bien des cas très lourds, hein, euh, peuvent être traités par cette institution. Je veux dire il y a parfois un décalage énorme. On pourrait voir ça comme, comment dire, une espèce de confessionnat post-apocalyptique où on n'a pas des curés, mais des fonctionnaires territoriaux qui reçoivent une jeune femme ou un jeune homme qui juste s'est fait battre, violer à 14 ans par des parents alcooliques et qui derrière a passé 10 ans d'un parcours spectaculairement chaotique et qui se retrouve là dans un bureau qui remet sa vie à quelqu'un qui n'est pas forcément heureux d'être là, qui pointe tous les matins, qui n'est pas reconnu par son salaire, qui est mal payé, à qui on impose des objectifs. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Ces gens-là sont-ils capables d'établir un dialogue, une relation d'être humain à être humain, mais pas d'être humain, d'institution à être humain, une écoute pas égotique, tu vois, Oui, et puis voilà. pas Mais qui ne il y a juge des gens pas, qui font les choses très bien. Hein, voilà. et sans juger la personne, juste observer, quoi.
pas là pour poser un jugement moral. Moi, je parle non, mais je parle, oui, c'est ce que j'ai été donné sur ce film, par exemple, autant les gens qui ont été filmés sont venus à la projection, mais il n'y a jamais eu de retour, par exemple, de la hiérarchie de la MLJ. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de cette histoire, ce qu'ils en pensent. Ils ont été invités aux différentes projections, on leur a envoyé des DVD du film, et jamais eu de retour. Jamais. Ça, c'est intéressant. Ben, parce que, je veux dire, s'ils évaluent pas d'habitude, ils n'ont pas envie indirectement d'être évalués par un documentaire. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, mais on pourrait en parler, c'est intéressant. Je veux dire, dans le milieu, c'est un film qui pourrait être vu dans les, je sais pas, dans les MLJ, je sais pas. Alors, justement, quand je t'ai demandé, on était au début du confinement Ouais. et on était après le premier tour des élections municipales sur lequel tu fais un documentaire. On en reparlera plus tard. L'idée, c'était la question que je me posais. Il y a des candidats qui sont en campagne. Est-ce qu'ils ont vu ce film pour savoir à quel point un des premiers problèmes de la ville, c'est la pauvreté? Un habitant sur trois est pauvre à Perpignan. Et alors, je ne sais pas qui l'a vu des candidats. Enfin, si, je Bah crois si, que si, Louis tu Alliot sais. l'a vu, que Clotilde Ripoul Bah l'a si, Nicolas. vu. Oui, et Clotilde Ripoul, Françoise Futé, et puis c'est tout, je crois. Il me semble que Louis Alliot aussi l'a vu. Il m'a confirmé ça il n'y a pas longtemps. Je- Bref, voilà, on aurait il voulu. ne l'a pas dit. Mais surtout, on aurait voulu que Jean-Marc Pujol le visse. Euh, voilà, et pas le jean, le vice. Euh, voilà, parce que c'est sa ville, il l'a géré quand même, ou que même Jean-Paul Aguy, que tu as rencontré d'ailleurs par ailleurs Mhm, dans le cadre de ton documentaire, tu mhm, vois, mhm. et de voir est-ce qu'ils sont au courant, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Alors Jean-Paul Aguy, plus grand-chose, à part les amener au théâtre de l'archipel, mais Jean-Marc Pujol, voilà quoi, tu vois. Et surtout, c'est accentué par l'ex-période de confinement et le déconfinement, de toute façon, vaut pas mieux quoi, par rapport à cette situation de pauvreté à Perpignan, tu vois. Mhm, mhm. Mais revenons à nos moutons. Donc, dernière ligne droite de l'interview. Donc, tu es venu, ça doit faire depuis 8 mois maintenant que tu traînes dans le coin, Euh, spécifiquement. oui, peut-être pas 8. Ah, quoi que si, avec le confinement, hein, si, oui, 8. Ouais, 6 mois, ouais, 6 mois de confinement, ouais. Ouais. Donc pour tourner un documentaire autour des municipales de Perpignan. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a pris, quoi, si j'ose dire? C'était quoi là l'envie que tu avais de venir enfin de revenir à Perpignan? Voilà, parce que tu avais d'autres projets aussi, hein, il me semble. Réponse courte, dans une ville qui me passionne, dont l'histoire politique m'intéresse, et qui tout d'un coup se trouve confrontée à une échéance historique. Que va-t-elle faire de ça? Voilà. D'accord. Superbe bande-annonce. Slogan, t-shirt, on coupe, c'est bon, on envoie, quoi. Euh, alors, tu avais peut-être des idées pas préconçues, mais tu t'attendais peut-être à des trucs, et puis il y a le réel, quoi. Comme Alors, d'hab, comme d'habitude. voilà. Mais celui-là, comment dire, pour la première fois, je le fais parce que je l'ai fait, il n'est pas fini. Peut-être qu'il se finira Oui. jamais, T'as j'en sais encore rien. tourné hier, quoi, hein, il me semble. Oui, je sais plus, je sais plus. Celui-là, je peux pas beaucoup parler de tout ça, mais Oui, c'est là, je l'ai fait vraiment, c'est le premier que je fais dans une vraie approche documentaire, mais rien n'est écrit. Je suis arrivé avec la caméra dans le coffre de ma bagnole. Je l'ai sorti du coffre et je me suis laissé porter parce que, par ce qui se passait, ce que je ressentais, euh, sans, euh, sans, sans, pré, sans préjugés, enfin voilà, quoi. Je me suis laissé vraiment porter. Euh, et je continue d'ailleurs. Voilà. oui, C'est parce tout que ce que. c'est fini, c'est pas fini, on ne sait pas. Oh, c'est du Voilà, suspense. voilà. Voilà, il y a des gens. Euh, alors, il y avait 11 candidats.
une bande de jeunes à toi tout seul, tu peux pas suivre tout le monde. Tu es obligé de faire des choix. Bah oui, oui, bien sûr, oui, 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 oui. Oui. Il y a moi qui fais des choix, et puis oui, 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 je fais des choix, et puis il y a des choix que je fais qui, euh, Puis il y comment a des dire, choix qu'on fait pour toi et que, et que tu peux pas suivre comme tu voudrais certains, quoi. voilà, 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 voilà. Mais enfin bon, euh, je vais pas couper la question. Non, non, La c'était pas question tant est une là. question qu'un commentaire. C'est-à-dire que, oui, qui sait comment tu as anglais ton documentaire par rapport à l'ensemble des choses que tu Ah, pouvais pas. ah non, mais alors cette question-là, quelle est la, mais surtout pas, j'ai rien anglais du tout. Quel est l'angle d'attaque? Quelle est la fenêtre d'entrée, la porte d'entrée? Il n'y en a aucune. C'est ce que j'ai commencé par te dire ça. J'ai sorti la caméra du coffre de ma bagnole et puis j'ai commencé à filmer. Je t'ai filmé, voilà. J'ai commencé comme ça. J'ai pas d'angle d'attaque. Ah, ou j'en ai peut-être un, mais on verra quand le film, si le film se finit. Sortira. Alors Voilà. là, tu étais récemment, tu as profité du confinement pour dérocher. Tu as combien d'heures à peu près? Est-ce que tu le sais 200. toi-même, quoi? Ouais, 200. 200 heures, 200 heures. Tu as déroché 200 heures Ouais. et t'as pris en script toutes les paroles et les verbes. T'as fait tout le verbatim des 200 heures aussi. Ouais, j'ai pas tout, 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 mais une transcription, oui, ça représente 400 pages de texte, oui, de tous les échanges, enfin, les plus intéressants, quoi, ouais. Les Alors réunions, c'est énorme, c'est énorme comme travail, quoi. ouais, 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 Finalement, ouais, heureusement qu'il y a eu le virus. ouais. Sinon, t'aurais été dérangé, quoi. Mhm. Peut-être, ouais. Donc bon, t'attends un peu de savoir quand est-ce que tu sais quand tu veux le faire finir, parce qu'il y a deux possibilités fondamentalement. Soit on revote bientôt, c'est-à-dire en juin, et auquel cas, voilà, tu auras peut-être aussi l'occasion de faire le second tour, ou alors ça tarde et on est obligé de refaire le premier et le second tour. Ouais, bah, comme d'habitude, il faut s'adapter. Bon, là, pour l'instant, il y a un film potentiel, même si je m'arrêtais là, il y a une histoire potentielle qui se raconte jusqu'à l'arrivée de la chose, là, the thing, du virus. Là. Ouais, ouais, Bon, il y voilà. a... Parce que tu as tourné aussi le jour du premier tour. Oui, Tu oui, aurais, oui, oui, pu oui, choper des maladies, quoi. Enfin, une, oui, 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 mais tout va bien. ou plusieurs, mais Donc, ce serait de la gourmandise. pour l'instant, je peux juste faire comment dire, ce bilan-là, c'est de me dire que là, il y a un film, il y a une histoire qui se raconte, et puis qui pourra s'arrêter là, d'ailleurs, quelque part. Mais bon, il y a aussi la possibilité comment dire, de la résolution qui peut être aussi bien, bien évidemment intéressante selon ce qui se dessine. Et puis là, ben, ma foi, là, je dépends de ce qui se passe. Et voilà. Donc, en gros, où j'arrête là, où je continue, j'ai plutôt envie de continuer. J'ai plutôt envie de D'accord, continuer. Je suis c'est pas comme le jeu de Pardon. RTL, stop ou encore. Non, j'ai plutôt envie de continuer jusqu'à la résolution finale. Mais après, ça dépend pas Ouais, de moi. Ça dépend pas de oui, moi. voilà. Ça dépend vraiment pas de moi. Donc, voilà. Donc, j'aurais bien envie de continuer. Voilà. Bon, Et à ton si avis, il sera prêt quand, du coup, à peu près? T'as une fourchette ou tu sais absolument pas, quoi. Non, bah non, mais comment est-ce que tu es capable de me dire quand aura lieu le second tour? Déjà, si tu veux, c'est fonction aussi. Si Oui. alors, on peut faire un calendrier très simple. Moi, je vais avoir besoin de 3 4 mois pour faire le montage du film et le mixage. Hmm. Donc, c'est soit 4 mois après fin juin, si le deuxième tour a lieu fin juin. Donc, ça veut dire juin, juillet, ce sera après fin de l'année, quoi. Euh, voilà, ce qui était un peu prévu. Ou si je décide de continuer et que le second tour
est en octobre ou à la fin de l'année, eh ben, ça fera 4 mois après la fin de l'année, c'est-à-dire en avril prochain, quoi. D'accord. Voilà. Bon, ben, Bertrand, merci beaucoup. On Mais merci à glissera toi, Nicolas. les Merci à liens toi pour la des bandes annonces diffusion de d'un tes aller films simple. et de ton Pardon? film. On glissera les bandes annonces d'autres films en plus d'Un aller simple à Perpignan. Hmm. Pour que les gens aient, au-delà de cet entretien, une vision de tes documentaires. Alors, peut-être une dernière question. Tu as fait des documentaires, ça, on vient de passer un entretien complet là-dessus. La fiction te tente pas? Si, 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 bien sûr, si, 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 si. Est-ce que c'est le projet juste après Ah non, tu as encore un J'aimerais projet bien. sur le rock anime. J'aimerais bien. Non, non, mais j'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien. Ouais, ouais. Je m'y prépare aussi. Et je crois avec ton fils, sans vouloir déflorer le truc, parce que ton fils est journaliste. Bon, Comme quoi, hein, les chats font pas des chiens. Et les œufs font des omelettes. Enfin, ça n'a rien à voir. Bertrand Schmitt, merci beaucoup. À bientôt. Et on attend avec impatience à minima le teaser et à maxima le film. merci Nicolas, à bientôt. Au revoir.